Lancer un nouveau business, c'est un gros projet et il y a différentes manières de s'organiser. Certains choisissent de s'organiser avec ce que j'appellerais la méthode soviétique, la méthode du plan quinquennal, qui consiste à créer un plan en 12 étapes sur tout ce que vous allez accomplir pendant les prochains mois et les prochaines années. Et vous vous retrouvez à planifier vos 5 premiers produits, vous vous retrouvez à planifier vos tunnels de vente en détail, et en attendant, vous n'avez jamais parlé à un seul prospect ou même réservé un nom de domaine. Et le problème de cette approche, c'est que vos plans sont basés sur de la pure spéculation. Vous n'avez aucune donnée sur laquelle baser vos prédictions et vos planifications, et vous ne savez pas non plus quelle approche va fonctionner pour vous, puisque vous n'avez rien testé. Et donc, votre approche et votre planification est basée sur des préjugés, est basée sur vos idées préconçues, sur ce qui va marcher ou non. Et en général, ça va avoir une de deux conséquences. Numéro 1, soit le plan que vous avez mis en place, le plan que vous avez imaginé est inapplicable pour différentes raisons. Il y a des blocages ou tout simplement les choses ne décollent pas aussi vite avec la même méthode que vous aviez prévue et donc vous restez bloqué en phase de planification pour toujours. Ou alors, vous appliquez le plan pendant des mois et des mois et des mois sans résultat, mais vous refusez d'en dévier. Et ça, c'est un cas de figure que je vois souvent, où je reçois des mails de gens qui m'expliquent qu'ils ont créé un site web et que ce site web, après 6 mois d'efforts, a zéro vente et zéro trafic. Et ces gens vont me demander mes conseils pour comment faire décoller ce business-là. Pourtant, la vraie question ici, c'est pas comment faire décoller ce business. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes autant attaché à cette idée qui ne montre aucun signe positif. Mais bien sûr, il existe aussi l'excès inverse, qui serait la méthode du papillon, où vous ne planifiez rien et vous décidez chaque jour quoi faire selon votre humeur. Bien souvent, cette approche ne va pas non plus donner de résultats et va aboutir à une suite de projets qui sont à moitié entamés. Mais alors, quelle est la solution ? Pour moi, une meilleure alternative, c'est d'établir un plan de 90 jours avec des objectifs précis. Donc, vous allez vous mettre sur une feuille de papier le plan de 90 jours, qu'est-ce que vous allez accomplir pendant 90 jours, et ensuite, vous allez exécuter le plan pendant 3 mois avec le maximum de discipline dont vous êtes capable. Mais une fois ces 3 mois écoulés, vous allez tout remettre sur la table. Vous allez questionner votre plan, vous allez voir les résultats que vous avez eus, et si ces résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré, ou alors si, au cours de ces 3 mois, vous avez identifié une nouvelle opportunité qui vous semble intéressante et juteuse et que vous avez envie de l'explorer, eh bien, sur le cycle suivant, sur les 90 prochains jours, vous pouvez changer d'approche et changer de stratégie. Pourquoi 90 jours ? Empiriquement et pour énormément d'entrepreneurs, ça va être le point d'équilibre parfait entre persévérance et opportunisme. Les 80 jours vous permettent de vraiment sérieusement tester votre idée et de voir si les résultats sont au rendez-vous, tout en restant flexible sur le moyen terme et en étant capable de changer d'approche et de stratégie selon les résultats qui sont présents ou non. En ce qui me concerne, j'utilise les plans de 90 jours depuis plusieurs années et je les conseille vraiment à n'importe quel entrepreneur qui débute parce que c'est une approche assez antithétique à ce qu'on a pu apprendre à l'école. À l'école, on ne travaille pas sur un plan de 90 jours. À l'école, on vous donne un chemin à suivre et vous suivez le chemin et en général, on va planifier sur plusieurs années d'études que vous allez faire. En entrepreneuriat, bien souvent, vous n'êtes pas capable de planifier et donc cette méthode des 90 jours est le bon compromis de pouvoir essayer de planifier un petit peu et de vous organiser quand même, tout en n'étant pas excessivement confiant de vos idées et tout en vous donnant la porte plus tard pour réévaluer les choses. Et justement, j'ai rencontré il y a quelques mois Thomas Routier, qui est un entrepreneur qui a débarré son business en suivant cette idée des 90 jours. Et son parcours sur les 90 premiers jours de son projet est vraiment exemplaire. Et donc, je l'ai invité sur le podcast pour discuter de cette approche, des plans de 90 jours, pour discuter des blocages psychologiques quand on se lance et des résultats de ce que vous pouvez accomplir sur les 90 premiers jours de votre business. Donc sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Thomas Routier. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci de me recevoir, je suis content d'être là. Thomas, est-ce que tu te souviens la manière dont on s'est rencontrés en personne pour la première fois ? Bah ouais, très bien, hein, puisque je me rappelle que tu étais venu pour un petit séjour en France cet été, je crois, ou fin du printemps, et que tu nous avais envoyé un mail en disant
les premiers arrivés sont les premiers servis, que tu organises des petits restos et que du coup, j'avais vu ça le matin même, je crois, et que et on s'était rencontrés finalement pour un dîner entre abonnés, si je me rappelle bien. Exactement. Et Ouais. T'étais d'ailleurs tu faisais partie de mon tout premier dîner que j'avais organisé, où j'avais encore des petits bugs, j'avais pas encore trop compris comment choisir mes restaurants correctement. ouais, Donc on avait bouffé des trucs un peu étranges. Euh, on parle aujourd'hui de cette idée de plan de 90 jours. T'en étais où après dans ton plan au moment où on s'est rencontrés? ben, au moment où on s'en est rencontrés, j'avais pas encore lancé la machine YouTube, mais au moment où on s'était rencontrés, j'avais déjà commencé à réfléchir à qu'est-ce que je devais préparer et sur quel sujet je devais me lancer en fait. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as lancé comme business Ouais, avec ce plan-là? ouais, bien sûr. Alors du coup, aujourd'hui, moi, j'ai lancé la chaîne Mon Coach Natation, donc avec un blog, avec tout l'attirail autour. Mais c'est principalement ma chaîne YouTube aujourd'hui qui me fait générer du trafic et donc qui me fait connaître. Donc ça s'appelle Mon Coach de Natation, c'est sur la natation, bien entendu. Et j'ai lancé ça le 8 juillet, exactement. La toute première vidéo est sortie le 8 juillet. Et aujourd'hui, on est 6000, un peu plus de 6 000 abonnés. Donc ça a pas mal marché puisque j'ai pas eu de traversée du désert au départ. Et au moment où on se rencontrait, finalement, j'étais en train de réfléchir à la stratégie que je devais mettre en place pour essayer de me développer assez rapidement et pas passer du temps à écrire 3000 articles avant d'avoir des lecteurs, quoi. Au départ, ton parcours, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer un truc sur la natation? Bah, moi, à l'origine, enfin, à l'origine, ouais, je suis devenu maître nageur un peu par défaut puisque je me suis fait une rupture des ligaments croisés des genoux, donc le foot a été mis de côté. Et en fait, depuis allez, 3-4 ans, je suis maître nageur dans différentes piscines. J'étais en intérim. Je fais pas mal de piscines à gauche, à droite, tout le temps à courir partout. J'ai suivi pas mal de gros lancements sur Internet, etc. J'ai même rejoint des formations là-dessus. Et l'idée, mais quand même me tournait bien dans l'esprit de monter, quelque chose en ligne, tu vois? Par rapport à la natation, il y avait déjà, 2-3 personnes qui étaient sur la thématique de la natation et qui faisaient des vidéos. Et moi, ça m'intéressait de pouvoir toucher un plus large public dans le sens où, quand tu es maître nageur, tu t'occupes de 20 personnes à la fois maximum, alors que quand tu fais ça en ligne, bah, tu peux toucher, je sais pas, 10 000, 100 000, 1 000 000 de personnes. Il y a pas de limite finalement pour exactement le même travail que tu peux accomplir. Donc du coup, c'était vraiment d'essayer d'élargir en fait le nombre de personnes que je pouvais aider. Tu dirais qu'entre le moment où tu as commencé à avoir l'idée que tu allais faire cette chaîne et au moment où tu as mis ta première vidéo en ligne, il s'est écoulé combien de temps environ? Bah écoute, il y a eu un assez long moment puisque ça fait quoi? Ça devait faire peut-être 8 ou 9 mois avant de lancer la première vidéo en ligne. La première chose, c'est pas tellement la motivation, c'était surtout j'étais bloqué d'un point de vue euh, hum, physique parce que les piscines en fait acceptaient pas que je vienne filmer à l'intérieur puisque bah voilà il y a de la nudité, il y a de l'histoire de droit à l'image, etc. Donc j'ai été vachement bloqué par rapport à ça. Et quand par contre j'ai trouvé la solution, j'ai dû la trouver courant juin parce que j'étais dans une piscine en fixe et que j'étais plus intérimaire, donc j'ai pu trouver des solutions là. Et à ce moment-là, ça a été très vite parce que dès que j'ai pu tourner les vidéos, bon alors l'idée avait mûri dans ma tête déjà depuis un moment et à ce moment-là, bah, tout de suite j'ai rushé le projet et à 200%. Puisque bah, le 31 juin, je finissais mon contrat et je me suis retrouvé à temps plein directement sur mon activité parce que voilà, si je veux faire les choses vite et bien, il faut se mettre à temps plein dessus, il faut passer du temps et surtout au début, quand tu sais pas dans quelle direction avancer, tu vas un peu dans tous les sens et tu essayes plein de choses surtout et du coup voilà, tu peux pas enfin moi je sais que je peux pas gérer ça en 3 heures, 2 heures par jour ou un week-end sur deux ou des choses comme ça. Yes. C'était pas ma façon de faire. Ouais. Ce qui est assez fascinant dans ton histoire, ce qui est assez unique, c'est que tu es vraiment parti rapidement sur les starting blocks, quoi. Maintenant, sur tes 90 premiers jours de la chaîne, tu étais à combien d'abonnés environ au bout de 3 mois? Au bout de 3 mois, je devais être autour de 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Ce qui est assez impressionnant. Enfin, moi, je sais qu'au bout de 3 mois, je devais encore être à moins de 1000 abonnés sur la chaîne. Bon, après, moi, ma chaîne
démarré de façon assez on a démarré un peu en deux étapes. C'est-à-dire que j'avais lancé au départ quelques vidéos pour tester, et ça m'a pris un moment de pouvoir vraiment de me dire, ok, j'ai envie de faire une chaîne YouTube et je vais y mettre à fond. Toi, tu es parti à fond dessus, ça a décollé assez rapidement. Est-ce que tu peux Mhm. nous dire, voilà, quand tu as commencé à faire ça, tu t'étais fixé des objectifs, à quelle échéance, et un peu quels étaient tes objectifs quand tu as commencé, où tu t'es dit, j'ai envie d'accomplir ça dans telle durée? Bah, écoute, ouais, je me suis fixé un objectif de 90 jours. J'essaie de procéder par plan de 90 jours à chaque fois. Et donc, en gros, je m'étais fixé 3 objectifs en 3 mois, finalement. C'était le premier objectif, c'était de réussir à construire une chaîne YouTube suffisamment importante. Donc, en termes de chiffres, c'était 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois. C'était l'objectif. La deuxième, bah alors finalement, ça a été atteint en 45 jours seulement. Donc, du coup, j'ai continué de bosser dessus. Le deuxième objectif, vraiment en termes de chiffres, c'était de faire récupérer 1000 adresses email, donc 1000 prospects finalement en 3 mois. Et le dernier, c'était de lancer finalement ma toute première formation. Et sans chiffre particulier, puisque j'avais un peu aucune idée de ce que j'allais faire derrière. Et à ce moment-là, en fait, en termes de, non pas d'objectifs, mais de moyens que je me suis forcé en fait à faire, je me suis dit pour les 3 premiers mois, je dois me forcer à faire une vidéo par semaine et à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Et j'ai réussi à le faire finalement en me disant, voilà, j'ai juste une vidéo à faire. Il y en a plein qui en sortent beaucoup dans la semaine. Tu vois, moi, je suis capable de faire une par semaine. Par contre, vraiment focus sur la qualité où chaque vidéo en fait doit m'apporter des visiteurs, du trafic et vraiment toujours derrière ça un objectif vraiment de trafic par rapport à chacun des contenus que je publiais. Et donc ça a super bien marché parce que si on regarde aujourd'hui ta chaîne, je l'ai devant les yeux, la première vidéo que tu as publiée, Apprendre à nager le crawl en 5 étapes, a plus de 57 000 vues. Tu as pas mal de vidéos qui sont autour de 25 000 vues en gros sur ta chaîne, 20-25 000 vues. Donc tu as plein de vidéos Mhm. qui ont vachement bien marché assez rapidement. Euh, Tous tes objectifs ont donc été accomplis, j'imagine. Les trois dont tu avais parlé, tu as aussi pu lancer ta formation dans ce délai de 90 jours. Ouais, en fait, je l'ai lancé juste à la fin du plan, enfin à la fin de ce programme-là de 90 jours. La dernière semaine, j'ai commencé à préparer mes argumentaires de vente, etc. Et je l'ai lancé en fait au tout début du troisième plan de 90 jours. Cool. Donc vraiment à la limite, comme ça me permettait de repartir sur des bases saines. Là où c'est assez intéressant, du coup, c'est que tu as à la fois lancé la chaîne, créé, donc du coup, j'imagine une douzaine de vidéos et lancé ton pré-information donc, et fait tes premiers euros via ce business-là en seulement 90 jours, ce qui te Mhm. donne en fait un sens de validation, quoi. J'imagine que une fois que tu atteins tes 90 jours, tu commences à avoir un sens de ce que tu peux vraiment accomplir. Et si ta chaîne n'avait pas du tout décollé, tout d'un coup, tu aurais eu des bonnes informations pour éventuellement évoluer vers autre chose. C'est un truc que tu avais un peu envisagé de ce que tu ferais après les 90 jours où tu avais un peu mis parfois ce qu'on peut avoir, tu sais, des œillères, quoi. Où tu dis, OK, je fais ça chaque semaine, je fais ma vidéo et je pense pas à ce qui va se passer ensuite. Comment toi, ça te passait dans ta tête au moment où tu construisais la chaîne et où tu n'étais pas encore forcément sûr des résultats que tu pouvais aller en attendre? Il y a un truc, pour moi, c'est assez frais encore, mais il y a un grand truc, c'est l'incertitude que tu peux avoir quand tu lances un projet et que tu en as, enfin, en tout cas là sur le web, et que tu as jamais fait quelque chose de similaire. J'avais absolument aucune idée des résultats que j'allais obtenir. Je savais pas si ça allait marcher ou pas. Et donc, ça me paraissait un peu énorme de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire après ces 90 jours?» alors que je sais même pas si ça va marcher ou pas. Donc je me suis dit, voilà, je lance le truc, je mets les œillères comme tu as dit, j'essaye d'améliorer chaque semaine, et surtout en fait, plus avec un espèce de bilan où chaque mois je me dis: «Voilà, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?» Et puis d'essayer d'améliorer, particulièrement sur le contenu. Ça a été la même chose par rapport à la conversion pour récupérer des emails. Au départ, j'en récupérais très peu. Et puis au bout d'un mois, j'ai dit, bon, voilà, je commence à avoir un peu de trafic, mais je récupère très peu d'emails. À cette époque-là, je devais en récupérer un ou deux par jour. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en récupérer beaucoup plus? Donc, j'ai mis en place à nouveau des choses pour convertir, que ce soit sur le blog ou que ce soit sur la chaîne, peut-être des petits détails, tu vois, mais qui ont fait que je suis passé du jour au lendemain de 2 à 8 par jour. Donc voilà, c'est des choses qui ont fonctionné. Et je me voyais mal en fait me projeter au-delà de 90 jours dans le sens où
bah, j'avais aucune idée des résultats que j'allais avoir et que bah, pour planifier un plan sur 3 mois, par exemple, faut avoir quand même un petit peu de, enfin, faut avoir un peu de matière sur quoi s'appuyer. Donc chaque mois, finalement, je faisais simplement un bilan des vidéos qui avaient bien fonctionné, de celles qui avaient moins bien fonctionné, de pourquoi. Et puis l'objectif finalement de ces 3 mois, plus que enfin, par rapport vraiment au trafic, c'était d'essayer de trouver un vrai process de création de vidéos où je me disais, bah, voilà, il y a telle chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas dans une vidéo. Par exemple, l'introduction, comment je dois la préparer, comment je dois faire mes recherches en amont avant de sortir ma vidéo. Et une fois que tout ça c'est fait et que bah, un process commence à se dégager, bah, de l'améliorer au fur et à mesure. Et l'objectif finalement principal par rapport au contenu vidéo au bout de 3 mois, c'était d'avoir un process clair par rapport à la création de vidéos et pour ma vidéo par semaine, de ressortir une vidéo finalement où les gens se retrouvent dedans. Et c'est comme avoir cette petite habitude où chaque semaine, tu as ta vidéo mardi matin, 10 h, elle sort. Et tu vois que voilà, tu as l'introduction qui est toujours la même, tu as un petit générique, tu as ceci. Voilà, ça sera sûrement amené à évoluer par la suite, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Donc voilà, le pérenniser, quoi. À quoi ressemble ton processus de création de vidéo aujourd'hui dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, premièrement, il y a, avant même de commencer à écrire la vidéo et cetera, c'est, la recherche de sujets qui sont trendy. Donc, j'utilise beaucoup, par exemple, un outil comme TubBuddy où je fais, l'utilisation du Tag Explorer. Je regarde, les sujets sur lesquels il y a un volume de recherche important et sur lesquels il y a pas trop de concurrence. Surtout au départ, je faisais ça puisque, bah, j'étais tout petit et il fallait que je me positionne sur des mots-clés. Une fois que je trouve des mots-clés intéressants, voilà, je vais construire ma vidéo autour de ça, en essayant d'apporter de la valeur et en apportant un peu ma touche perso où j'essaie d'être, alors je sais que je commence à pas être trop mal sur le montage vidéo et puis j'ai un peu de matos pour filmer, donc j'essaie de vraiment, heu, présenter les choses sous un angle, assez différent de ce que peuvent faire les autres, où j'essaie vraiment d'être en immersion, dans le milieu de la natation où souvent, je vais faire avec un fond vert où on me voit derrière, on voit par exemple ma copine qui nage et on la voit nager. Moi, je décris exactement les mouvements avec des arrêts sur image, des ralentis. Ça, c'est un truc que vraiment je suis en train de développer parce que ça apporte une vraie valeur, dans l'apprentissage pour les gens, puisque par mimétisme, ça fonctionne super bien et les gens arrivent à reproduire le geste après quand ils sont, de leur côté à la piscine. Et une fois que j'ai fait en fait toute cette recherche, de mots-clés et que j'ai, commencé à rédiger le script, je rédige surtout, l'introduction pour, bah, placer les mots-clés et par la suite, j'ai plus qu'à tourner et derrière après, de la même manière, il y a, tout l'après. Une fois qu'on a monté la vidéo et qu'on l'a sortie, tu as, la description, tu as, la transcription aussi qui est importante, pour les sous-titres. Tu as, la miniature, ultra important la miniature, j'avais presque oublié. Genre la miniature, c'est 30 de ta vidéo presque. Si elle est pas belle et que les gens ils cliquent pas dessus, même si ta vidéo elle est géniale, ça ne marchera pas, tu vois? Faut que ta miniature elle donne envie de cliquer, faut que ton titre il donne envie de cliquer et ça c'est un truc essentiel. Je vois encore plein de gens qui font des miniatures dégueulasses, enfin, tu te fais chier à monter ta vidéo et tu te retrouves à faire une miniature à la va-vite, tu vois? Ça, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais au départ. Tu regardes mes 3 premières vidéos, elles ont des miniatures infâmes. Je sais pas du tout ce que je pensais à l'époque. Je pense que je comprenais pas encore très bien la plateforme YouTube. Je faisais juste des petits tests comme ça. Je me suis dit, ouais, je vais pas perdre du temps sur la miniature, tu vois, je vais un peu optimiser mon temps, etc. J'avais une template complètement nulle. Et c'est clair que voilà, c'est un truc que toi, tu l'avais clairement compris dès le départ. On voit déjà que ta première vidéo, ta première miniature, elle est vachement claire. On comprend direct de quoi il s'agit. Tu as un truc visuel avec quelqu'un qui nage, etc. C'est bien. En termes de tout ce process que tu m'as décrit, il est documenté ou il est dans ta tête encore? Je l'ai documenté, enfin pas dès le départ, mais à partir du premier mois où je commençais à avoir une vision un peu claire de qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui ne l'était pas. Parce qu'au départ, je fais des petites choses. Alors j'avais cerné effectivement les miniatures et j'avais cerné, le fait qu'il fallait un titre accrocheur. Après je commençais à mettre en place seulement, mon espèce de process, mais au bout d'un mois, j'ai commencé, bah, avec, une mind map, je crois que j'utilisais MindMaster d'ailleurs, qui est gratuit et du coup, ouais, j'ai commencé à faire sur ma mind map, les process à faire et surtout pour le montage parce que, bah, l'idée d'optimiser le temps comme tu l'as dit, le montage, c'est un truc, qui prend beaucoup de temps et j'essayais, de d'établir les étapes qui me permettraient d'aller de plus en plus vite sur mon montage
Et donc à partir de là, ouais, j'ai commencé à mettre un process en place et vu que je le faisais pour le montage, j'ai commencé à le faire en fait pour toute la création de vidéos finalement. C'est intéressant parce que je pense que tu peux facilement te retrouver dans une situation où tu es systématiquement forcé de réinventer la roue. C'est-à-dire que tu dois un peu réapprendre à chaque fois ce que tu le fais de manière un peu différente, tu essaies des trucs. Et en fait, le simple fait d'écrire les choses et de le documenter, évidemment, c'est un truc qui à l'origine vient du fait que tu veux sous-traiter souvent. Au départ, on va souvent écrire des trucs pour le sous-traiter, mais j'ai découvert dans ma propre pratique qu'il y a même des process que j'écris, même si c'est moi qui vais les faire, c'est des trucs que je vais pas sous-traiter. Il y a vraiment de la valeur dans le fait d'être assez clair sur ce que tu fais et de pouvoir ouais, vraiment définir, avoir les trucs sur le papier, parce que c'est vrai que tu peux le faire évoluer, et c'est comme ça que tu peux voir les erreurs et les améliorations. C'est intéressant, tout à l'heure, tu as dit que tu faisais des revues tous les mois. Ça prend quelle forme? C'est formel, genre c'est dans ton calendrier. Tout le premier du mois, je vais passer en revue mes trucs. Parce que je sais que beaucoup de gens se disent ah ouais, c'est super, je vais faire une revue tous les mois, etc. Au final, ils le font pas parce qu'ils n'ont pas de process pour le faire, quoi. Ils n'ont pas de date précise. Comment est-ce que toi tu t'es organisé pour être sûr de le faire? Alors moi, je suis quelqu'un qui est pas du tout structuré. Depuis gamin, j'ai toujours été dispersé. Je vais un peu dans tous les sens. Là-dessus, ma copine est vachement différente et vachement plus organisée. Du coup, ça m'aide vachement. Et par rapport à ça, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de date précise. C'est peut-être quelque chose que je devrais développer justement pour avoir quelque chose, un rituel où chaque mois, je vais regarder ça. Parce que là-dessus encore, j'ai pas beaucoup de recul, tu vois? Ça fait quoi? 4 mois, même pas, que je suis lancé, ça fait même pas 4 mois, ouais. Et là-dessus, j'ai pas encore de recul sur, qu'est-ce que je dois, regarder. Donc au départ, je regardais des choses finalement qui sont assez différentes de ce que je regarde aujourd'hui. Là, juste avant d'enregistrer le podcast avec toi, j'ai été regarder, j'étais fait un petit tour dans les analytics. Je me suis dit que j'allais en profiter parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Et donc ce que je regarde, ouais, c'est le taux de rétention sur une vidéo, c'est de voir s'il n'y a pas de décrochage. Par exemple, un truc dont j'entends souvent parler, c'est quand on dit ouais, tu mets un générique, ok, mais les gens ils décrochent et ça les fait chier de regarder. Donc, moi, je vais regarder mes analytics. Est-ce qu'il y a un décrochage? Alors, il y en a un très léger sur les vidéos, sur quelques vidéos, mais il n'est pas très marqué et je pense pas qu'aujourd'hui ça me desserve beaucoup parce que bah, j'ai énormément de nouveaux viewers. J'ai peut-être, allez, je vais dire en termes de stats, je dois avoir un truc comme 85% de mes viewers qui sont pas abonnés. Donc, bah, pour tous ces gens-là, voir le générique, bah, bien souvent, ils l'ont jamais vu ou ils l'ont vu une fois. Donc, ça les gêne pas trop. Si aujourd'hui, j'ai 50% de mes viewers qui sont abonnés, effectivement, je pense que le générique va sauter parce que bah, c'est plus intéressant et puis c'est lassant pour eux, quoi. Donc, Combien de temps il dure ton générique du coup? il dure presque 15 secondes, il doit durer 13 secondes, un truc comme ça. 15 secondes? Ah ouais, Ouais, c'est assez long. c'est quand même Ouais. significatif, effectivement. Ouais. Au dehors du taux de rétention, quels sont les chiffres que tu regardes en particulier? Après, ouais, sur chaque vidéo, je regarde effectivement le démarrage et puis après, je regarde. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Je regarde un petit peu le taux de clic aussi sur les fiches ou sur les écrans de fin, voir comment ça fonctionne. Parce que quand je fais une variation, en fait, je regarde ça vraiment quand je change quelque chose. Parce que si je fais toujours la même chose, à la limite, c'est pas forcément pertinent de regarder bah, si mes fiches elles ont les mêmes résultats ou pas quoi. Par contre, quand là par exemple j'ai changé mon appel à l'action pour récupérer les emails, je l'ai placé avant le générique, alors qu'avant je le plaçais juste après. Et là je regarde un petit peu mes résultats, est-ce que ça a évolué vers le haut ou pas. Donc là c'est un peu récent parce que je l'ai fait que depuis 3 vidéos, mais voilà, c'est des choses que sur lesquelles je vais regarder un œil par exemple. Donc pour les gens qui sont pas nécessairement à même de ce vocabulaire spécifique à YouTube, en fait les fiches c'est les petits éléments qui vont me permettre de mettre des liens au sein de la vidéo et puis l'écran de fin c'est à la fin quand vous avez un bouton pour s'abonner, un bouton pour regarder notre vidéo, etc. et qui permet aussi de mettre des liens vers le site. Donc essentiellement tout ça c'est le taux de clic vers ton site. Quelles sont les pages sur lesquelles tu envoies les gens? Est-ce que tu les envoies sur une landing page pour capturer leurs emails? Comment ça fonctionne? Je les envoie directement sur une page de capture. Je suis sous ClickFunnels, je crois, donc j'envoie directement sur la page de capture. Et puis, euh, et puis voilà, je récupère l'email. Après, éventuellement, ils peuvent aller surfer sur le blog, mais c'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que bah, ça me prend un peu la tête de le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment une utilisation optimale pour le blog. Et puis, bah, on verra peut-être qu'à la fin du prochain plan de 3 mois, on développera un peu plus le blog. Mais aujourd'hui, c'est pas l'actualité.
Ça marche. Je voudrais parler rapidement de ton lancement. Donc, tu as choisi de lancer ton premier produit vachement vite. Pourquoi est-ce que tu avais envie de lancer ce produit en 90 jours? Ben, écoute, je me suis dit, voilà, 3 mois pour tester, pour créer du trafic et de vraiment focaliser là-dessus. Et à la fin de ces 3 mois, lancer un produit, bah, juste pour voir si je suis capable de vendre. Premièrement, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'incertitude, c'était vraiment le truc. Quand tu te lances, moi, c'est encore super frais dans ma tête quand tu te lances et que tu n'as jamais fait quelque chose. Tu es tout le temps dans cette espèce d'état de est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, etc. Et voilà, moi, vu que j'ai quitté mon emploi et que je suis à l'heure actuelle à Pôle emploi, il y a un truc où je me dis, voilà, est-ce que je suis capable de monétiser mon audience et est-ce que je suis capable finalement de vivre de mon activité. Donc, c'était important pour moi de me rassurer finalement en me disant, est-ce que je suis capable de créer un produit et de le vendre d'ici à 3 mois. Et puis, se fixer des objectifs qui sont un peu difficiles à atteindre, ça te permet de te retrousser les manches et d'aller un peu au charbon. Si tu restes dans ta zone de confort, tu vois, et que t'es pas ambitieux dans tes projets, aujourd'hui, bah voilà, tu vas récolter des choses qui sont pas ambitieuses et tu vas pas récolter grand-chose. Donc vraiment, pour moi, c'est un truc qui me guide énormément et qui me drive vraiment. C'est l'ambition et j'en ai encore parlé la semaine dernière avec des potes. L'ambition, c'est la clé de la réussite, quoi. Je pense aussi il y a vraiment un argument à faire pour cette vieille idée de la ligne startup que t'as pas validé une idée tant que les gens n'ont pas payé pour ton idée, quoi. En particulier sur YouTube, et en particulier, j'imagine, pour une thématique comme la tienne, tu commences à gagner des vues, tu commences à gagner des abonnés. Tu peux vraiment te poser la question de savoir si ces gens-là, finalement, vont acheter, quoi. Est-ce que c'est juste des gens qui sont des curieux? Euh, D'où l'intérêt d'essayer au moins de lancer quelque chose rapidement, de voir les chiffres, de voir si tu arrives à convertir, de vraiment te confronter. Je pense que ça, les gens ont peur de se lancer, de lancer la première vidéo, etc. Les gens ont aussi peur de vendre. Est-ce que tu as eu, toi, peur de la réaction de ton audience? Est-ce que tu as eu peur on va te dire que tu es un arnaqueur ou autre? Ça t'est traversé l'esprit ou est-ce que tu étais convaincu que de toute manière, il fallait lancer? Bien sûr que j'ai eu peur et même si j'étais convaincu qu'il fallait me lancer, bien sûr j'ai eu peur des réactions des gens, parce que, et j'en ai eu. Enfin, tu as toujours des haters, en particulier sur YouTube ou ce que j'appelle, avec un pote, on avait appelé ça les esclavagistes modernes. Où, quand tu proposes un produit payant, où tu vas beaucoup plus loin, là vraiment, où, je développe un programme d'entraînement, qui est, carré, structuré, sur lesquels il y a un vrai schéma de progression, c'est du no brain, donc les gens ils se posent, ils suivent le truc et ils vont progresser et ils ont pas besoin d'aller picorer à gauche, à droite des informations, sachant pas ce qui est le vrai du faux et en proposant ça, tu as quand même des mecs, qui disent: «Ah, c'est dommage de faire ça pour l'argent, j pour et puis pas et de pas le faire juste pour le plaisir de tes abonnés», tu vois? Et quand tu vois des commentaires comme ça, tu te dis: mais toi, pourquoi tu travailles pas gratuitement aussi?» Et tu as toujours des gens qui sont là pour te le rappeler et pour te dire, «Bah, écoute, tu monétises, tu vends et c'est mal» et alors que c'est pas du tout le cas, tu apportes, déjà de la valeur en gratuit et tu en apportes 100 fois plus en payant c'est normal de vendre des choses et aujourd'hui, tous ces gens-là, faut pas enfin, moi, ça m'a fait un peu bizarre au départ et aujourd'hui, vraiment, je suis convaincu que, bah, tous ceux qui te disent, voilà, faut pas vendre, c'est mal de vendre, de faire ça pour l'argent et cetera, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, tu dois bien manger et quand tu vends un produit, tu le fais pour aider les gens, pas juste pour l'argent, quoi. Hmm. Et donc, du coup, sur les chiffres de ton lancement, tu peux nous donner une idée de comment ça a fonctionné pour toi et voilà, en mettant peut-être l'idée devant que c'est clair que ta chaîne YouTube a décollé assez rapidement, ce qui a Mmh. forcément aidé du coup là-dessus. Tu avais du coup tes 1000 abonnés email, c'est ça? T'en étais à combien Ouais, environ? j'en étais à 950 quand j'ai, commencé le lancement et à la fin de mon lancement de 7 jours, je devais en être à, je sais pas, un peu plus de 1000. Et tu te souviens du taux de conversion que tu as eu sur cette liste-là? Ah ouais, ouais, je m'en rappelle. J'en ai converti, 9 personnes, sur, 900 personnes, donc ça fait, 1%. Ouais. Et le prix de ton produit, c'était combien? J'ai vendu un produit à 100 euros. Donc je me suis dit, autant faire un truc, déjà, sympa, un vrai bon produit où il y avait beaucoup de choses et finalement, même en le vendant à 100 euros, je le vends aujourd'hui pas très cher, je pense, par rapport à ce que je fais. Donc c'était le prix de lancement, je pense que ça va évoluer dans le temps. Cool.
Donc, du coup, j'ai fait mes 1000 premiers euros sur Internet au bout de 3 mois. Ce qui fait que d'un point de vue incertitude, c'est quand même vachement rassurant de se dire, voilà, même en faisant n'importe quoi et en faisant plein de bêtises à mon lancement, je peux t'en citer une. Au moment où j'ai annoncé que voilà, la formation était prête et que voilà, ils pouvaient l'acheter, je les balançais directement sur la page de paiement, tu vois. Je n'avais même pas fait de page de vente. En me disant, tu vois, exactement comme quand toi, tu t'es dit, bah, j'ai pas besoin de faire de miniatures, je vais optimiser mon temps. Moi, je me suis dit, bah, j'ai pas besoin de faire de page de vente, les gens ils me connaissent bien, j'ai une petite audience, j'ai pas besoin de faire de page de vente. Tu vois? Il y a des trucs hallucinants que tu peux faire des fois, on te rend pas compte, quoi. Et ça, c'est un truc que t'as rectifié au courant de ton lancement, c'est ça? Ouais, 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 clairement. C'est pas grave de faire des erreurs, tu vois. Ouais. L'essentiel, c'est juste, une fois que tu as foncé dans le mur, de pas y refoncer une deuxième fois dedans. Tu corriges vite, même si ta page de lancement, enfin ta page de vente est pas parfaite. J'ai fait une petite vidéo de vente, j'ai fait une page de vente assez imparfaite, mais c'est pas grave, ça a converti déjà beaucoup plus. Comment tu t'es aperçu que tu avais un problème là-dessus et qu'il te fallait une page de vente? Qu'est-ce qui a été Bah, l'élément au bout de déclencheur? 2 jours, j'avais toujours pas de vente. Ouais, ok. Donc c'était assez radical et j'en ai eu une et je me rappelle très bien encore, j'étais avec ma copine, il était 23h30, on était en train de bosser encore et on a eu la première vente alors que la page de vente n'était pas encore en ligne et c'était déjà 2 jours après et j'étais en train de faire ma page de vente à ce moment-là et au moment où j'ai eu cette vente, j'ai dit: «Il y a quand même un mec qui me fait confiance suffisamment alors que j'ai pas fait de page» et cetera et je crois que ce soir-là, on a bossé jusqu'à 3h ou 3h30 du matin, tellement motivés, on s'est dit: «Vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va, on finit tout» et on a fini la page de vente ce soir-là, je crois. Et ces 1000 euros, du coup, ils ont eu quel impact sur toi en termes de mentalité? Ah bah, moi dans ma tête, c'était même pas les 1 000 € hein, c'était, la première vente, hein. Le jour où j'ai eu la première vente, je me suis dit: «Bah, c'est bon, si je peux en faire une, je peux en faire 3 000 quoi». Heu, les croyances limitantes, étaient explosées, quoi. Yes. Et du coup, ouais, c'est intéressant. Du coup, l'élément déclencheur, moi, il me semble aussi me souvenir de ça. C'est-à-dire, l'élément déclencheur, c'est vraiment le premier euro, quoi. Il y a vraiment un avant-après où tu te dis, il y a une vraie personne, un vrai être humain de chair et d'os qui s'est dit, j'ai rentré ma carte bleue dans ce truc, quoi. Ça semble, au départ, c'est vrai que ça semble assez fou. Et je me souviens j'avais envoyé un email à un blogueur que je suivais beaucoup à l'époque, qui s'appelle Glenn Alsop de Viper Chill. Et je lui avais envoyé ça et il avait posté sur sa page Facebook l'email que je lui avais envoyé. Et il avait dit, ouais, vraiment, Mmh. ton premier euro, c'est comme un peu la naissance d'un enfant, quoi. T'es un truc, t'es un peu flippé, mais d'un coup, t'as un truc qui devient réel, un truc qui était théorique dans Ouais. ta tête, et d'un coup, ça devient réel. Et tu dis, ah ouais, putain, je viens d'entrer dans le concret, quoi, un petit peu. Euh, Ah ouais, c'est palpable, quoi. ouais. Tu as de l'argent, tu as fait quelque chose, et tu as convaincu quelqu'un, d'acheter ton produit. Enfin moi, c'était ouf. Enfin vraiment c'était incroyable et c'est un truc que tu vis une fois, je pense et c'est un truc que je souhaite à tout le monde de vivre, très rapidement. Et du coup, tu as enchaîné, j'imagine, sur un second plan de 90 jours. Tu peux nous donner les grandes lignes de ce qui a changé, comment est-ce que tu rebondis? Disons, tu as fait 1000 euros sur un lancement comme ça. C'est une super validation de ton projet. C'est pas encore assez pour pouvoir être sûr de pouvoir en vivre. Donc, quelle est la seconde étape, tu vois, une fois que tu as cette première baseline qui a été mise en place? Mais écoute, la première des choses que j'ai remis en place, c'est, OK, j'ai du trafic, OK, la chaîne marche bien, mais je peux aller encore plus loin. Donc la première chose que j'ai mis en place, c'est, de me dire: «Bah, je vais passer d'1 à 2 vidéos par semaine». Je vais, asseoir mon expertise en interviewant des experts et je vais surtout, bah, faire des connexions avec d'autres chaînes, avec, d'autres personnes qui bossent, sur des thématiques connexes, et vraiment, essayer de développer la chaîne pour que, voilà, aujourd'hui, je suis passé, 1re chaîne francophone de natation, et je compte bien, le rester un moment et surtout, grossir beaucoup plus que ça parce qu'aujourd'hui 5 000 c'est bien, 50 000 c'est mieux, quoi. Donc l'objectif, ce serait vraiment de développer la chaîne, pour aller beaucoup plus loin parce que, bah, c'est mon 1er générateur de trafic et si aujourd'hui ça marche bien YouTube, je vais pas aller, balader sur Facebook, tu vois? Si YouTube marche bien, je développe YouTube à 200. Je focus dessus et puis on verra pour la suite si je peux déléguer pour d'autres choses. Et donc vraiment développer ça et la 2e chose, ça va être de relancer peut-être, le produit une deuxième fois ou bien donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai refait un dernier petit lancement avant de partir et je ferme les portes dimanche pour essayer de relancer un peu de vente et puis peut-être créer un plus petit produit, plus accessible, sur une douleur, qui a l'air d'être bien identifiée, par rapport à mes prospects
Et donc un petit produit peut-être à 37 euros pour relancer un schéma de vente, refaire peut-être, essayer de faire un peu plus que 1 000 euros ce coup-ci. Et, et puis en décembre, on verra pour faire un lancement un peu mieux organisé avec l'évolution du produit aussi et faire peut-être l'objectif, ce serait faire 10 000 euros d'ici la fin de l'année. Cool. Pour donner un peu une idée aux gens de là où tu en es actuellement, tu es sur ta chaîne à un peu plus de 6 000 abonnés, dont 3 595, donc plus de la moitié, dans les 30 derniers jours. Donc là, tu es en gros à plus de 100 abonnés par jour voilà, sur la chaîne, et avec ouais, 134 000 vues dans les 30 derniers jours, donc tu es vraiment sur la porte montante. Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu viens de me dire, c'est que en gros, tu as trouvé un truc qui marchait et tu vas à fond dessus, quoi. Et je pense que étonnamment, beaucoup de gens euh, le voient pas trop comme ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça semble évident pour les gens que je fais des vidéos YouTube, etc. Au départ, je faisais pas de vidéos YouTube. Au départ, je faisais du podcast et la vidéo YouTube est devenue mon truc principal juste parce que ça marchait bien, quoi. J'avais pas nécessairement un préjugé particulier que j'allais faire du YouTube. Au contraire, j'avais un préjugé négatif contre YouTube où j'avais l'impression que le type de contenu que je faisais allait pas forcément fonctionner dessus. Et je pensais que j'étais beaucoup plus à même de faire du podcast, etc. Et c'est seulement quand le truc a commencé vraiment à bien décoller que je me suis dit, bah, ok, bingo, je vais mettre toutes mes énergies dessus. Et où j'ai même pendant un moment arrêté de faire du podcast, quoi, parce qu'une fois que tu as identifié un truc qui marche, voilà. Le pendant là-dessus, sur le plan de 90 jours, je pense que c'est que si ton premier plan de 90 jours n'a pas trop marché et que, mettons, dans cet exemple-là, ta chaîne YouTube décolle pas trop, bah, du coup, tu peux tester autre chose, quoi. T'es pas nécessairement marié à une idée et tu peux la faire évoluer. Toi, il s'avère que directement, ça a bien fonctionné et tu as Ouais, pu c'est rapidement facile. Ouais. grossir. Ouais, ouais. Ouais, c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui quand ça fonctionne bien. Après, quand ça fonctionne pas, faut être capable de changer son fusil d'épaule. Mais j'ai fait par exemple un petit peu avant de lancer ma chaîne YouTube, où j'avais déjà commencé à mettre en place le blog, etc., des petites choses. J'avais réussi à faire un post sur Facebook en organique avec plus de 10 000 partages et un demi-million de personnes qui avaient été Ah touchées. ouais. Tu vois. Ouais. Et Donc, tu avais déjà testé des petits trucs. ouais, j'avais testé des petites choses avant parce que je pouvais pas filmer. Donc, Ouais. vu que j'avais pas de support vidéo, j'avais déjà testé des petites choses. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça a fonctionné. Et pendant, bah, je sais plus, c'était en mois de septembre, je me suis dit, je vais essayer d'en refaire un, mais cette fois-ci sur support vidéo et à peu près sur le même thème. Et ça a pas du tout marché. Donc, comme quoi, il y a des choses, tu vois, parfois où tu te dis, bah, vu que ça a fonctionné, ça, c'est un truc vraiment que j'essaie de me fixer, c'est quand quelque chose fonctionne, bah, c'est de le pousser un peu et d'aller plus loin. Bah là, ça a fonctionné une fois et puis la deuxième fois, ça n'a pas repris. Alors, je pense que c'est aussi une question de timing, où quand je l'ai sorti au mois de juin, juillet, ça fonctionnait bien, et quand je l'ai sorti au mois de septembre, c'était plus le moment. Donc, on verra au prochain mois de juin si je peux le relancer. Cool. Euh, Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner à quelqu'un, mettons que quelqu'un est impressionné par la croissance de ta chaîne YouTube, par voilà, les plus de 6 000 abonnés que tu as pu rassembler en seulement quelques mois. Si tu avais un conseil pour cette personne qui aujourd'hui veut débuter son business ou veut débuter à créer son audience et est intéressée par ce concept dont tu as parlé des plans de 90 jours, comment est-ce que tu lui conseillerais? Quelles erreurs est-ce que tu vois les gens commettre ou quels conseils tu lui donnerais globalement? Par rapport déjà, ne serait-ce que la tactique que tu dois mettre en place, c'est assez difficile quand tu n'as pas l'expérience de se focaliser sur les bonnes choses. Mais en fait, il y a toujours cette loi de 20-80 et si t'es pas, enfin, si t'es capable de te focaliser sur les trucs essentiels qui vont faire que ta chaîne marche, euh, bah, on peut les dire brièvement, hein, mais la première question que je me pose à chaque fois que je fais une vidéo, c'est est-ce que les gens vont cliquer dessus? Est-ce que les gens vont aller, est-ce que ça va aider en fait le trafic à cliquer et à aller visionner ma vidéo? Et le deuxième critère, c'est est-ce que les gens vont rester sur ma vidéo? Et si chacune de mes actions n'est pas tournée soit pour répondre à cette première question ou soit pour répondre à la deuxième question, c'est qu'il y a probablement moyen de s'en passer. Donc, on peut prendre l'exemple de la miniature. À la miniature, par exemple, ça va t'aider à ce que les gens cliquent dessus. Euh, Faire les sous-titres, ça va probablement aider à ce que les gens restent dessus et probablement ça va l'aider à la faire apparaître pour que les gens la voient et soient susceptibles du coup de cliquer dessus. Par exemple, mettre une petite musique de fond pendant que tu parles, est-ce que ça va vraiment aider les gens à rester dessus? La question peut se poser, tu vois. Et vraiment, surtout c'est le pourquoi de tu fais telle ou telle action. Donc quand tu te lances, c'est pas forcément la peine de copier sur les autres. Ce qui est intéressant de se poser la question, c'est pourquoi
Si tu veux copier sur quelqu'un, pourquoi lui il fait ça à ce moment-là, pourquoi il fait enfin, il agit de cette façon. Et si tu te poses pas la question du pourquoi avant chacune de tes actions, bah, tu risques de faire des choses inutilement et donc de dépenser ton énergie sur des trucs qui payent pas et forcément derrière perdre de la motivation. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça a bien fonctionné dès le départ. Si ça n'avait pas fonctionné dès le départ, je sais qu'intrinsèquement, j'ai la motivation pour persévérer et pour ne pas lâcher le morceau et aller au charbon tout le temps jusqu'à ce que ça marche, quoi. C'est intéressant sur YouTube, les deux chiffres que tu as mentionnés, le taux de clic et puis la rétention. Je pense que sur les gens qui ne sont pas directement sur YouTube, un chiffre qui est vachement intéressant à regarder, c'est le nombre d'abonnés email. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté, en particulier sur mon site de séduction et puis sur Marketing Mania, parce que c'est un bon proxy. En gros, tu te dis, est-ce que cette action va m'aider à avoir des abonnés email? Et par exemple, modifier la couleur de ton appel à l'action sur ta page d'accueil aura probablement pas un grand impact. Et c'est un truc sur lequel tu peux passer 2 heures à essayer de trouver le thème parfait, etc. C'est des trucs qui, voilà, en gros, ce genre de questions, ce genre de petites astuces te permet d'identifier directement ce que tu devrais faire et ce que tu devrais pas faire et de te concentrer justement sur les bonnes actions. Et bien souvent, sur un plan de 90 jours, toi, tu avais choisi 3 objectifs. Mais bien souvent, tu peux en fait te contenter de un seul objectif. Mettons, je veux atteindre 1000 abonnés email et le reste te coule de source. Et du coup, tu déduis dans ton cas, OK, il faut que je produise au moins un contenu par semaine, il faut que je mette en place un moyen de capturer les emails, etc. Et du coup, tu peux non seulement identifier quoi faire, mais aussi justement identifier les trucs qu'il ne faut pas faire, quoi, parce que tu peux, en particulier si tu lis beaucoup de conseils de web marketing, tu peux facilement te retrouver avec une to-do list qui est infinie. Il faut savoir que moi, ma to-do list, elle est infinie, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je voudrais faire et qui, je pense, apporteraient des bénéfices à mon business. C'est juste que voilà, tu peux pas tout faire à la fois. Et donc, en fait, le jeu, avant tout, c'est pas de savoir quoi faire, mais c'est de savoir comment prioriser, etc. Et je pense que une bonne astuce, un bon hack, c'est d'avoir un chiffre ou deux, dans ton cas, et tu réfléchis, OK, comment est-ce que je vais faire progresser cette métrique? Ça te permet de sélectionner tes actions et de prioriser les choses de manière efficace, sachant que plus tu as de choses pour lesquelles tu essayes d'optimiser, plus il est compliqué de prendre une décision. Si tu essaies d'optimiser à la fois pour le trafic, la capture d'abonnés, les ventes, toute action est justifiable. Si tu commences à optimiser uniquement pour la capture d'abonnés, par exemple, tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus claires et c'est beaucoup plus facile de prendre une décision. Ouais, c'est vraiment la difficulté quand tu es au début de savoir prioriser et de savoir quelles actions tu dois mettre en place qui vont vraiment t'apporter et de pas te toucher à tout parce que tu as souvent tendance à vouloir te disperser, surtout au début où tu as tout à faire presque et tu as envie un peu justement de tout faire d'un coup. Et genre aller lire un article sur les 7 trucs et astuces pour améliorer son SEO au début, tu vois, c'est des trucs, voilà, enfin, si c'est vraiment ton objectif, oui, mais sinon tu perds ton temps, tu vois. Ouais. Toi, tu consommes beaucoup de contenu au quotidien ou est-ce que tu as un process là-dessus? Bah, écoute, par rapport à ça, au départ, lorsque je me suis lancé, j'écoutais toujours énormément de podcasts, je lisais pas mal, et cetera. Et j'avais eu tendance à ralentir ça le dernier mois parce que j'étais un peu débordé. Pour tout te dire, j'étais en retard parce que, bah, quand j'ai lancé la formation, on n'avait rien fait dessus encore, donc on a dû la créer en parallèle avec ma copine. Et, à côté de ça, on part au Cameroun dans 2 semaines, donc on devait prendre de l'avance en même temps par rapport aux vidéos pour bah, quand on sera à l'étranger et on aura accès à rien, et ben, faut que les vidéos elles sortent quand même et il faut qu'on automatise. Donc on a été énormément dans le rush et je pense que c'est une énorme erreur de pas consommer de contenu et de pas se former en parallèle du moment où tu développes ton activité. Et que, bah, pour reprendre la phrase des jumeaux que j'ai pu voir ce week-end, apprendre plus pour gagner plus, c'est vraiment la clé. Genre, s'il y a un truc à retenir, c'est apprendre plus pour gagner plus. Parce que plus tu apprends, plus tu vas voir de choses qui vont te permettre d'améliorer ton business d'être smart finalement dans les objectifs que tu vas pouvoir te fixer. Pour terminer, Thomas, tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube pour les gens qui ont envie d'en apprendre plus sur toi et puis éventuellement ton site web ou comment rentrer en contact avec toi? Ouais, bah alors la chaîne YouTube et le blog, les 2 s'appellent Mon Coach de Natation. Donc le blog, c'est moncoachnatation.fr et puis, si vous voulez me rentrer en contact, sur Facebook, je crois que j'ai créé une page en plus, Thomas Routier, donc si vous voulez me retrouver et puis vous pourrez entrer en contact, je réponds à mes mails, je serai content de pouvoir vous aider si vous en avez besoin. Super, merci Thomas. Merci Stan.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous travaillez sur un business qui est similaire à celui de Thomas, c'est-à-dire un business qui est basé sur la création de contenu, alors j'ai une dernière astuce pour vous. J'ai créé une petite formation par email qui s'appelle « Construire une audience qui achète ». Et cette formation va vous expliquer comment appliquer cette idée du plan de 90 jours à la création d'une audience, afin de vendre des produits qui peuvent être soit des formations, des prestations de services, du coaching, tout type de business qui va fonctionner sur la création d'une audience fidèle qui va suivre votre contenu. Vous pouvez recevoir cette formation par email gratuitement en vous rendant sur marketingmania.fr/audience. Je vous expliquerai sur quoi vous concentrer avant tout pour décoller rapidement et éviter de vous perdre dans les 1001 techniques de web marketing qui sont souvent mises en avant et où vous ne savez pas trop par où commencer, quoi choisir. Cette formation est là pour vous expliquer par où commencer, ce qui est selon moi important ou non, et pour vous montrer concrètement comment j'ai appliqué ces concepts de plan de 90 jours, de planification un petit peu itérative pour faire décoller mon audience en particulier sur YouTube de 0 à plus de 60 000 abonnés en moins d'1 an. Si c'est un sujet qui vous intéresse, la formation est gratuite. Vous pouvez la recevoir sur marketingmania.fr/audience. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania.